Goedemorgen iedereen. Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer cette conférence de presse. Et c'est le docteur Ivan Latem qui va commencer en nous expliquant un petit peu où en sont les chiffres pour le moment. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors oui, effectivement, le nombre d'infections, comme des hospitalisations, comme des décès, continue à diminuer et c'est la bonne nouvelle effectivement de cette fin d'année. C'est un fait, cette diminution est partiellement liée sans doute au fait qu'on teste moins actuellement, mais nous verrons ensemble que malgré tout, il y a une réalité à ce niveau-là. Si on s'intéresse aux chiffres, comme sur la première diapositive, on voit que la semaine dernière, on a une moyenne de 1801 nouveaux cas par jour qui ont été rapportés. Ceci est une diminution importante de 29%. Alors c'est vrai, il y a également une diminution du nombre de tests qui ont été effectués, puisque c'est une petite trentaine de milliers de tests qui ont été faits en moyenne chaque jour, ce qui est une diminution de 13%. Et donc on a moins 29% sur le nombre de nouveaux cas, moins 13% seulement, si on peut dire, sur le nombre de tests effectués. Par ailleurs, on a également une diminution du pourcentage de tests positifs. Elle est très légère, il faut bien le dire, mais elle est constante. Et on part de 7,6% il y a une semaine pour avoir 7,2% actuellement. Cette diminution de nouveaux cas est réelle dans toutes les tranches d'âge, dans toutes les régions et également dans toutes les provinces. Elle est la plus importante chez les enfants de moins de 10 ans, où elle chute de 40%, suivie des plus de 90 ans, donc à nouveau les deux extrêmes des courbes d'âge, avec moins 45%. La plupart des cas se retrouvent dans les tranches d'âge de 20, 30 et 50 ans, ces trois tranches d'âge représentant chacune 15% du nombre de nouvelles infections. Au niveau des hospitalisations, nous avons également une diminution, comme on le disait en en-tête, avec actuellement 158 nouvelles hospitalisations par jour, ce qui est 14% de moins que par rapport à la semaine précédente. Ceci nous amène à avoir actuellement hospitalisé 2423 patients, dont 499 le sont aux soins intensifs. On est donc toujours là devant une diminution de 5 à 7% selon les points considérés. Au niveau des décès, nous déplorons actuellement en moyenne 77 décès par jour, ce qui est une diminution de 18% par rapport à la semaine précédente. Et donc cette courbe, elle aussi, va toujours bien dans la bonne direction. Alors, quelques thèmes aujourd'hui à développer avec vous. Le premier, c'est de voir ensemble quelle a été la manière dont nous avons observé en Belgique la diminution de mobilité souhaitée au niveau des vacances, et donc d'analyser la mobilité sur la semaine de Noël. Vous voyez dans ces courbes relativement complexes, qu'on va vous expliquer dans quelques instants, que globalement, on peut dire que tout ceci s'est bien passé. Comme on l'espérait, on a eu une baisse importante du nombre de déplacements depuis la première semaine de vacances, c'est-à-dire la semaine de Noël. On voit sur la ligne verte, au-dessus, que le nombre de personnes, de nombreuses personnes sont effectivement restées à la maison. Cette ligne verte a augmenté, va un peu vers le haut, comme elle l'a fait d'ailleurs de la même manière durant les vacances de Toussaint. Seul, effectivement, le premier confinement avait été plus limitatif dans le nombre de personnes étant restées à la maison. Plus de personnes étaient restées à la maison, mais il faut souligner que le premier confinement empêchait les gens de sortir, sauf pour des raisons essentielles, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc la diminution qu'on observe actuellement est remarquable dans un contexte d'un confinement beaucoup moins sévère que ce qui s'était présenté en mars et en avril. Jusqu'à la veille de Noël, nous nous sommes cependant déplacés plus, ce qu'on pouvait s'attendre d'ailleurs, soit pour faire des courses qui repris sur la ligne en orange, mais par contre, nous avons diminué nos déplacements pour le travail, ce qui est relativement logique à cette période, mais aussi pour les loisirs.
Cette diminution des déplacements, donc, colle bien avec la diminution du nombre de contaminations et on sait qu'il y a une corrélation effectivement entre les déplacements, c'est-à-dire le fait qu'inévitablement on rentre en contact avec d'autres personnes et le fait que les chaînes de transmission sont plus ou moins établies ou rompues. Il est intéressant de comparer ça par rapport à d'autres pays. De la même manière, ceci s'est fait par l'intermédiaire de Google et donc on a le même système qui est appliqué aux autres pays. Et que voit-on? Eh bien, on voit que globalement, nous sommes restés un peu plus à la maison. Donc nous avons un peu mieux fait les choses que nos autres voisins. En Belgique, on a un chiffre de 28% de gens qui sont restés à domicile, alors, pour le jour de Noël, alors qu'il s'agit de 22% pour les Pays-Bas, 23% pour la France, 25% pour l'Allemagne et 27% pour le Royaume-Uni. Ceci est donc un bon résultat et ceci correspond à ce qu'on souhaitait au mieux, de manière à ce que la célébration de Noël se fasse chez soi plutôt que dans la mobilité vers d'autres endroits, se passe dans notre bulle, si on peut encore l'appeler ainsi, et non en l'étendant de manière trop importante. Idéalement, bien sûr, on souhaiterait maintenant que la deuxième fête, la fête de Nouvel An, se passe de la même manière, avec le même genre de diminution de mobilité. On aura ce genre de données d'ici une huitaine de jours, de manière à commencer l'année dans les meilleures conditions et avec une diminution persistante du nombre de contaminations, du nombre d'hospitalisations et de décès, comme on le constate actuellement. Il y a actuellement des informations en sens divers relativement alarmistes concernant des nouveaux variants, par exemple. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas le virus, mais c'est notre comportement qui va changer les choses, de manière en tout cas le plus importante. C'est la manière dont nous allons nous protéger de ce virus, et cette manière ne change pas en fonction d'éventuels variants. Globalement donc, concentrons-nous sur les mesures que nous appliquons déjà plus ou moins bien et plutôt bien actuellement, que sur les craintes concernant la potentielle transmission plus importante de ces nouvelles souches. Après cet aperçu positif sur la limitation de la mobilité à l'époque de Noël, deuxième donnée, tout aussi intéressante et je dirais tout aussi positive, c'est celle des études de séroprévalence, donc de présence d'anticorps chez les donneurs de sang. Comme vous le savez, quand vous nous écoutez, il y a un certain nombre d'études qui sont faites depuis fin mars, qui sont faites par Scienziano en collaboration avec la Croix-Rouge, tant en Flandre qu'en Wallonie, pour la recherche d'anticorps dans le sang des donneurs de sang. On l'a déjà dit, le donneur de sang n'est pas tout à fait le Belge standard, il y a certaines limites d'âge, il faut être en bonne santé globalement parlant, mais il reflète relativement bien la situation de la population qui est en bonne santé. Les derniers échantillons qui ont été prélevés datent de fin novembre et donc ils reflètent ce qui s'est passé à la mi-novembre. Et à la mi-novembre, comme vous le savez, nous étions effectivement dans cette deuxième vague ou dans la partie déclinante de cette deuxième vague. On sait qu'il faut effectivement 2 semaines entre l'infection et l'apparition des anticorps. Et donc ce qu'on voit dans le sang de fin novembre, c'est ce qui s'est passé avant la mi-novembre. Il ne faut pas oublier aussi qu'au niveau de la Croix-Rouge, quelqu'un qui a été malade doit attendre 15 jours avant de donner du sang, donc il y a un délai qui est là présent. Il y a eu 16 000 échantillons qui ont été ainsi investigués, donc un nombre considérable. Et comme vous le voyez très bien sur la diapositive, nous avons une augmentation significative du nombre de personnes porteuses d'anticorps, puisque nous atteignons ainsi 14% des donneurs qui ont des anticorps. Ce 14%, c'est remarquablement 3 fois plus que ce qu'on avait au début de la deuxième vague. En septembre, nous étions toujours aux environs des 5% et ce chiffre était relativement stable depuis plusieurs mois à ce moment-là. Il y a aussi des différences frappantes entre les régions de ce petit pays qu'est la Belgique, puisque les donneurs de sang ont un taux d'anticorps, ont des anticorps présents dans 10% des cas pour les donneurs au niveau de la Flandre, dans 18% des cas pour les donneurs wallons et dans 26% des cas, donc 1 sur 4 au niveau de Bruxelles. Ces différences reflètent l'évolution que nous avons tous constatée lors de cette deuxième vague, où effectivement elle a été beaucoup plus importante et plus précoce d'ailleurs à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre.
Ceci fait atteindre à Bruxelles un taux de positivité qui est parmi les plus élevés des grandes villes en Occident. Troisième point, une étude parallèle qui est effectuée par l'Institut de médecine tropicale en coordination avec Sciensano et qui, elle, étudie la prévalence des anticorps contre le Covid dans du personnel de santé. Les travailleurs de santé, on le sait, sont potentiellement plus exposés puisqu'ils voient des malades et donc il est particulièrement important de voir comment la transmission se passe dans ce groupe de 850 travailleurs de santé qui sont ainsi suivis mois après mois. Chez ces travailleurs de santé, comme vous allez le voir dans la diapositive suivante, on remarque qu'actuellement, on a un taux de 17% qui présente des anticorps. Ce 17%, c'est 2 fois plus que ce qu'on avait à la fin septembre. Depuis le mois d'avril jusqu'au mois de septembre, en effet, on avait un taux d'anticorps chez les travailleurs de santé qui était un peu plus important que la population générale et qui tournait autour des 8%. Donc, on constate qu'à partir maintenant du mois d'octobre et lors de cette deuxième vague, le nombre de travailleurs de santé, comme le nombre de donneurs de sang, a vu son taux de personnes présentant les anticorps fortement augmenter de 2 ou de 3 fois, ce qui est le reflet de cette deuxième vague avec ces quelques semaines de décalage. Il est important aussi de se rendre compte que le nombre de gens qui, dans le personnel de santé, présentent des anticorps est remarquablement semblable à celui de la population générale. Ça veut dire que les travailleurs de santé qui maintenant présentent des anticorps le sont probablement pour les mêmes raisons que la population générale. Ils font partie de la population et qu'il n'y a pas de lien significatif à voir par rapport à leur fonction. Ceci reflète aussi le fait qu'ils ont l'habitude de prendre des mesures de précaution et d'employer maintenant avec adéquation les mesures de protection de type masque, blouse, visière et autres qu'ils ont amplement à disposition. Et je pense que c'est un point extrêmement important qui a bien évolué par rapport à la première vague. Alors ceci était et toujours d'ailleurs notre dernière conférence de presse pour 2020. 2020 qui était pour le moins étonnant pour nous tous et plutôt désagréablement étonnant, nous le savons tous. Nous sommes persuadés que c'est non seulement la première, mais la dernière fois que nous présentons nos vœux lors d'une conférence de presse. 2021 devrait nous sourire beaucoup plus. Nous vous la souhaitons certainement comme étant une meilleure année et une année avec une santé qui soit bien maintenue, grâce aux précautions que vous prendrez et grâce au vaccin. Merci et bonne année. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens blijven verder dalen. De werkelijke daling van het aantal besmettingen is vermoedelijk minder uitgesproken dan wat de cijfers laten uitschijnen, gezien er tijdens de feestdagen minder getest wordt, net als in het weekend. Desalniettemin mogen we wel degelijk spreken van een echte daling, gezien het aantal vastgestelde besmettingen een stuk sneller daalt dan het aantal testen. Het percentage positieve testen daalt ook nog lichtjes en ook het aantal ziekenhuisopnames daalt verder. De afgelopen week werden er gemiddeld 1801 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 29% op weekbasis. Deze daling doet zich voor bij alle leeftijdsgroepen, in alle gewesten en provincies. Zoals gezegd is er ook wel een daling van het aantal uitgevoerde testen. De voorbije week werden er gemiddeld zo'n 30.000 testen per dag uitgevoerd. En dat is 13% minder dan de week ervoor. Ondanks dat er minder getest wordt, blijft het percentage positieve testen nog heel licht dalen. We zitten momenteel aan 7,2%. Een week geleden was dat nog 7,6%.
Verder zien we de grootste dalingen bij de kinderen onder de 10 jaar, met min 40%, en bij de 90-plussers met min 45%. De meeste besmettingen worden momenteel vastgesteld bij de 20ers, 30ers en 50ers, elk verantwoordelijk voor 15% van de nieuwe besmettingen. Ook de ziekenhuisopnames blijven dalen. Verleden week waren er gemiddeld 158 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. Dat is 14% lager dan 1 week geleden. Er liggen nu 2423 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 499 op intensieve zorgen. Dat is een verdere gestage daling van 5 tot 7%. Ook de overlijdens blijven dalen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 77 overlijdens per dag te betreuren. En dat is 18% minder dan de week ervoor. Vervolgens zouden we u een analyse willen presenteren van de mobiliteit met Kerstmis. U kan dat meevolgen op deze nogal ingewikkelde figuur. De groene lijn boven toont het percentage van de tijd dat we zijn thuisgebleven. De oranje lijn bovenaan toont onze verplaatsing voor winkels. En onderaan de lichtblauwe lijn toont de verplaatsingen voor vrije tijd. En de donkerblauwe lijn de verplaatsingen voor het werk. Zoals gehoopt zien we sinds de eerste week van de kerstvakantie een opvallende daling van het aantal verplaatsingen. Vele mensen zijn thuisgebleven, vergelijkbaar met het niveau van de herfstvakantie. Enkel tijdens de eerste lockdown werd er nog iets meer thuisgebleven dan met Kerstmis, zo'n 3% meer. Tijdens die eerste lockdown waren de niet noodzakelijke verplaatsingen echter wel verboden, wat nu niet het geval is. Tot vlak voor Kerstmis hebben we ons weliswaar steeds vaker verplaatst voor de winkels, maar wel steeds minder voor vrije tijd en voor het werk. De daling in de mobiliteit lijkt daarmee dus opnieuw goed overeen te komen met de daling in de besmettingen. Het is ook opvallend dat wij Belgen op Kerstdag net iets meer zijn thuisgebleven dan onze buren. In België was dat 28% van de tijd, tegenover 22% in Nederland, 23% in Frankrijk, 25% in Duitsland en 27% in het Verenigd Koninkrijk. Dat mogen we een uitstekend resultaat noemen. Mensen hebben dus massaal gehoor gegeven aan de oproep om Kerstmis thuis te vieren binnen hun bubbel. Als we dit kunnen doortrekken naar nieuwjaar en de rest van de kerstvakantie, dan zullen we ongetwijfeld het nieuwe jaar met een pak minder besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens kunnen inzetten. Ondanks alle doemberichten over nieuwe virusvarianten, mogen we vooral niet vergeten dat de curve van de besmettingen vooral in onze eigen handen ligt. Het is ons gedrag dat de curve bepaalt en niet het virus. En tenslotte zou ik ook nog een aantal nieuwe resultaten willen geven in verband met de seroprevalentie bij bloeddonoren en gezondheidswerkers. Seroprevalentie is het percentage mensen die antistoffen heeft tegen het coronavirus. Zoals u weet onderzoekt Sciensano in samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen en het Le Service du Sang de la Croix-Rouge de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus in het bloed van Belgische bloeddonoren. Dit laat ons toe om in te schatten in welke mate deze groep van mensen in het verleden besmet is geweest met het coronavirus. De laatste stalen die we onderzocht hebben dateren van eind november. En dat geeft een beeld van de situatie van midden november. Het duurt na een infectie meestal een tweetal weken vooraleer antistoffen aan te tonen zijn in het bloed.
Bovendien moet iemand die ziek is geweest ook 2 weken wachten om bloed te geven. Eind november werden er 16.000 stalen getest op antistoffen en 14% van de bloedgevers had antistoffen tegen het coronavirus eind november. Dat is bijna 3 keer meer dan bij aanvang van de tweede golf. In september schommelde het aantal bloedgevers met antistoffen nog rond de 5%. Er zijn opvallende verschillen tussen de gewesten. Het aantal bloedgevers met antistoffen is het laagst in Vlaanderen met 10%, een stuk hoger in Wallonië met 18% en opvallend hoog in Brussel met maar liefst 26%. Die 26% is ook hoog naar internationale normen. Deze verschillen weerspiegelen de evolutie van de besmettingen binnen de 3 regio's tijdens de tweede golf, waarbij inderdaad vooral Brussel en Wallonië het zwaarst getroffen zijn geweest. Daarnaast volgt de Cienzano samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde sinds eind april ook een groep van 850 gezondheidswerkers op. En ook bij de gezondheidswerkers zien we een stijging van het aantal mensen met antistoffen tot 17%. En dat is een verdubbeling in vergelijking met eind september. Rond die periode schommelde het aandeel gezondheidswerkers met antistoffen nog rond de 8 à 9%. We kunnen dus stellen dat vanaf oktober het aantal gezondheidswerkers en bloeddonoren met antistoffen tegen het coronavirus sterk is toegenomen. En die stijging volgt de evolutie van het aantal besmettingen in de tweede golf, weliswaar met enkele weken vertraging. Het valt ook op dat het percentage mensen met antistoffen vrij vergelijkbaar is bij bloeddonoren als bij gezondheidswerkers. De besmettingen bij gezondheidswerkers volgen daarmee vooral de algemene trend binnen de bevolking. Ondanks dat gezondheidswerkers vaak dicht contact hebben met patiënten, met of zonder COVID, lijken ze op basis van het antistoffenonderzoek dus relatief weinig bijkomend risico op besmetting te lopen. Het toont aan dat gezondheidswerkers zich algemeen goed weten te beschermen tegen besmetting, onder andere door het consistent en correct gebruik van beschermingsmateriaal. Dit was onze laatste persconferentie van 2020. Het is dus de ideale gelegenheid om u alvast een gelukkig en gezond nieuwe jaar te wensen. Samen krijgen we COVID klein, ook in 2021. Dank u wel voor uw aandacht. Demain soir, nous pourrons enfin mettre l'année 2020 derrière nous. Une chose semble sûre, 2021 devrait être meilleur. Mais qu'on se détrompe, passer de 2020 à 2021 ne veut pas dire qu'on reparte d'une page blanche ou qu'on remette les compteurs à zéro. Même s'il y a des signes grandissants d'espoir, le virus sera toujours présent dans notre société et nous devrons continuer un temps encore à le prendre en compte dans nos comportements. Soit. On constate en ce moment un effet positif sur l'évolution de la pandémie dans notre pays. C'est encourageant. Il faudra bien sûr certainement attendre de voir quels seront les effets de cette période de fête et de congé. Ce que nous faisons ces jours-ci a un impact 1 à 2 semaines plus tard. Et donc, comme lors du réveillon de Noël, les festivités du Nouvel An constitueront un moment délicat. Délicat car il s'agit généralement d'une soirée et une nuit animée, accompagnée de dîners et de fêtes en famille ou entre amis, chez soi ou à l'extérieur. Cette année, le passage à l'an neuf devra être célébré de manière plus sobre et en tout cas en plus petite compagnie. L'objectif étant que les courbes ne nous donnent pas un retour de gueule de bois dans quelques semaines. Des rassemblements dans un espace clos et sans distance ou protection sont du pain béni pour le virus. Veillons à lui retirer ses opportunités. On parle de la soirée du réveillon ici, mais cela vaut évidemment aussi pour les traditionnelles rencontres familiales des jours suivants autour d'un festin ou d'un morceau de tarte.
n'ayons pas ces rassemblements à risque pour le moment. Cette année, non seulement nous pouvons nous souhaiter une bonne année, nous pouvons nous souhaiter une bonne santé, mais nous pouvons tous y contribuer directement, littéralement, en agissant en ce sens. Un rappel des mesures mises en place pour ce faire. Respectons le couvre-feu. Celui-ci reste bien d'application la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Et ce couvre-feu est à 22 h en Wallonie et à Bruxelles. En ce qui concerne les rassemblements, vous le savez, à l'intérieur, un ménage peut inviter un maximum d'un contact rapproché, quel que soit son âge. À l'extérieur, limitons nos rassemblements à un maximum de 4 personnes, et ce dans le respect des distances. Le risque étant plus bas à l'extérieur, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas comptés, donc peuvent se rajouter à ces 4 personnes se réunissant à l'extérieur. Pour certains, déclencher des feux d'artifice fait partie intégrante des festivités du réveillon du Nouvel An. L'allumage de feux d'artifice par des non-professionnels représente toujours un danger. Chaque année, des personnes sont admises aux urgences pour des blessures résultant de l'utilisation de feux d'artifice. Toute hospitalisation doit être évitée, d'autant plus cette année. L'utilisation de feux d'artifice est aussi souvent liée à des rassemblements, des déplacements sur la voie publique, ou bien clore une soirée à minuit alors que nous avons ici un couvre-feu. Pour toutes ces raisons, l'utilisation de ces feux d'artifice a donc été interdite cette année. Par souci de clarté, cette interdiction s'applique également à un petit feu d'artifice lancé d'une terrasse ou d'un jardin. Dans le respect de ces mesures, nous pourrons profiter de cette fin d'année en toute sécurité, en toute sérénité, et envisager l'année 2021 avec espoir. D'avance, nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2021 et une bonne santé. Merci. Goedemorgen. Morgenavond kunnen we 2020 eindelijk achter ons laten. Eén ding is nu al zeker, 2021 zal beter worden. Maar jammer genoeg kunnen we 1 januari niet volledig met een propere lei beginnen. We kunnen niet alles resetten. De coronacijfers zullen op 1 januari niet op 0 gezet kunnen worden. Ook al zijn er hoopgevende signalen, de komende maanden zal het virus nog in onze samenleving aanwezig zijn en zullen we ons gedrag hieraan moeten aanpassen. De kerstvakantie heeft tot hiertoe een positief effect op de evolutie van de pandemie in ons land. Dit is hoopgevend. Al moeten we wachten wat het effect gaat zijn van de feestdagen. Een cruciaal moment is dan ook de Oudejaarsnacht. Normaal gezien is dit een uitbundige nacht die gepaard gaat met etentjes, feestjes, onder vrienden, met familie. Dit jaar zal de overgang van oud naar nieuw eenmalig wat ingetogener en vooral in kleiner gezelschap gevierd moeten worden. Het vieren van de teugels tijdens 1 avond kan binnen een aantal weken immers een heel wrange nasmaak krijgen. Een feestje thuis met wat vrienden lijkt misschien een veilige manier om de Oudejaarsnacht door te brengen, maar vergus u niet. Dergelijke evenementen kunnen het begin zijn van een clusterbesmetting. Het zijn ideale omstandigheden om het virus verder over te dragen en dit moeten we absoluut vermijden. Ook de traditionele nieuwjaarsfeestjes met de familie in de eerste dagen van het jaar zullen dit jaar anders verlopen. Dit jaar kunnen we elkaar niet alleen een goede gezondheid toewensen, we kunnen er ook allemaal aan bijdragen. Door onze verantwoordelijkheid op te nemen en de regels te respecteren. Respecteer dan ook de avondklok. Ook op Oudejaarsnacht is de avondklok immers van kracht. Tevens moeten we ook in de eindejaarsperiode onze sociale contacten beperken. Buiten mag je met maximum 4 personen samenkomen en dit met respect voor de social distancing. Kinderen onder 12 jaar tellen niet mee. Binnen mag een gezin maximum 1 knuffelcontact tegelijkertijd uitnodigen. Kinderen onder de 12 jaar worden ook beschouwd als een knuffelcontact. Voor sommige mensen hoort het afsteken van vuurwerk bij een Oudejaarsnacht. Aan het afsteken van vuurwerk door niet-professionelen zijn steeds gevaren verbonden. Jaarlijks worden er mensen opgenomen met verwondingen ten gevolge van het afsteken van vuurwerk. Elke ziekenhuisopname moet ten alle tijd worden vermeden. Maar zeker op dit moment, waar de druk op de ziekenhuizen nog heel hoog is, moeten we er alles aan doen om extra opnames te vermijden.
Vandaar dat het gebruik van vuurwerk momenteel verboden is. Voor alle duidelijkheid, dit geldt ook voor het afsteken van kleiner vuurwerk van bij u thuis in uw tuin. Met respect voor deze maatregelen kunnen we het jaar op een veilige manier inzetten en kunnen we vooral hoopvol uitkijken naar 2021. Ik wens jullie een fijn en vooral veilig eindejaar en het allerbeste. En dan bedoel ik vooral een goede gezondheid voor het nieuwe jaar. Dank u wel. Ik kan nu overgaan tot de vragen van de journalisten, want die zijn er. Het lijkt erop dat de gemiddelde leeftijd van de sterfgevallen hoger ligt dan 80 jaar. Wat kunnen we hieruit concluderen? Wel, het is al een gegeven dat we kennen van in het begin van de pandemie of bij de prille uitbraak van het coronavirus in China, dat leeftijd de allerbelangrijkste risicofactor is voor complicaties en overlijden. En dat zien we ook in België. Bovendien is het ook zo dat 57% van alle overlijdens plaats heeft gevonden bij een bewoner van een woonzorgcentrum. Mensen zijn overleden ofwel in het woonzorgcentrum ofwel in het ziekenhuis. Woonzorgcentra zijn bijzonder gevoelige plaatsen voor uitbraken met dit virus, met zware gevolgen. Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat in een woonzorgcentrum mensen leven die bijzonder gevoelig zijn voor het virus en dat het een gesloten omgeving is waar het virus ook heel gemakkelijk kan spreiden en grote uitbraken met grote gevolgen kan veroorzaken. En dat merken we aan de cijfers, in het bijzonder aan de overlijdensstatistieken. Il semble que la moyenne d'âge des personnes décédées soit de plus de 80 ans. Y a-t-il des conclusions à tirer de ces constatations? Alors cette donnée est une donnée qui est connue depuis le début de l'épidémie et déjà lorsqu'elle sévissait en Chine avant d'arriver chez nous et qui a donc été confirmée lorsqu'elle est arrivée sur le territoire européen en février-mars. L'âge est effectivement le facteur essentiel de risque de complications dans ce type d'infection et également de décès. Nous le voyons en Belgique comme nous le voyons dans les autres pays du monde. Il faut souligner qu'au niveau des maisons de repos et de soins, 57% du total des personnes décédées étaient résidentes de maisons de repos et de soins. Elles ont donc payé un tribut particulièrement lourd. Maisons de repos et de soins, tribut lourd, pourquoi? Eh bien, à la fois parce qu'elles concentrent des personnes âgées, d'habitude plus de 70-75 ans, des personnes qui ont souvent des comorbidités, qui ne sont pas en parfaite santé, qui ne parviennent pas à rester à la maison, par exemple, à cause de différentes pathologies chroniques, et qu'en plus, il s'agit d'un endroit où ces personnes sont rassemblées et dans lequel l'infection peut donc se répandre facilement. Tout ceci explique pourquoi, effectivement, les décès sont concentrés essentiellement sur des personnes de plus de 80 ans. Pourquoi vacciner prioritairement les personnes âgées? Il semble qu'il y a un lien avec l'âge moyen des hospitalisations. Alors ma réponse va être parallèle à celle de la première question. On le sait, les personnes âgées payent un tribut important à la pathologie. On l'a souligné avec 57% des décès liés à des gens qui séjournent en maison de repos et de soins. Un pourcentage important de gens âgés en soins intensifs. Et donc, c'est le facteur majeur au-delà de toutes les autres pathologies, diabète, obésité, hypertension ou autres. L'âge est donc en lui-même un bon facteur pour décider qui pourrait bénéficier pour sa santé personnelle d'un vaccin efficace. Par ailleurs, en étant protégé, en protégeant les personnes les plus fragiles, on va de la même manière éviter d'embouteiller le système de santé. Donc, impact sur sa santé personnelle, impact sur le système de santé. Deux bonnes raisons, effectivement, pour vacciner les personnes âgées avant les autres, surtout que nous ne connaissons pas l'impact que le vaccin peut avoir sur la transmission. Et donc, vacciner des personnes moins à risque, mais transmetteuses, n'est pas actuellement une possibilité scientifiquement démontrée avec les vaccins dont nous disposons.
Pourquoi commencer par les maisons de repos et de soins? Parce que, comme on l'a dit lors de la première question, elles concentrent des personnes particulièrement fragiles et au point de vue logistique, il est plus facile effectivement de se retrouver à un endroit où on pourra vacciner tout le monde de manière aisée, alors qu'il est plus complexe de recruter en première intention des personnes âgées qui ne sont pas dans les maisons de repos. Ceci tout spécialement avec le type de vaccin dont on dispose actuellement et qui demande une infrastructure assez complexe à cause des frigos à basse température, rendant plus aisée cette vaccination dans des endroits concentrés comme les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Waarom krijgen ouderen voorrang op vaccinatie? Er lijkt een verband te zijn met de gemiddelde leeftijd van de ziekenhuisopnames. De prioriteit voor vaccinatie ligt bij mensen die de hoogste kans hebben op complicaties en overlijden. We weten dat wonen in een woonzorgcentrum en hoge leeftijd de belangrijkste risicofactoren zijn op een ernstig verloop van COVID en eventueel overlijden. We mogen ook niet vergeten dat het beschermen van het zorgsysteem nog steeds de allerbelangrijkste doelstelling is van de beheersstrategie van deze pandemie. Overbelasting van het zorgsysteem kunnen we het best voorkomen door net die mensen eerst te gaan vaccineren die de hoogste kans hebben op complicaties en ziekenhuisopnames. Te meer daar we op dit moment nog onvoldoende weten in hoeverre het vaccin ook in staat gaat zijn om de algemene verspreiding van het virus onder de bevolking te gaan afremmen. Het is mogelijk dat het dat gaat doen, het is waarschijnlijk, maar we kunnen het op dit moment nog moeilijk inschatten hoe groot de impact daarvan gaat zijn. Bovendien zijn de eerste vaccins die op de markt komen, die RNA-vaccins, in het bijzonder het vaccin van Pfizer, vragen die een bijzondere manier van transport en opslag bij min 70 graden. En dat is niet zo evident om dat breed te organiseren. Dus dan helpt het dat je dat kan centraliseren en dat je dat kan toedienen aan gerichte locaties waar mensen bij elkaar verblijven, zoals woonzorgcentra. Goed, dat waren alle vragen. En dat was meteen ook het einde van onze persconferentie, van de laatste persconferentie van 2020. Ook volgend jaar, 2021, zullen we u blijven informeren over de stand van zaken van de pandemie. Blijven duiden wat de huidige maatregelen zijn. Dat zal niet meer op maandag zijn, maar op dinsdag. Dus de volgende persconferentie vindt plaats aanstaande dinsdag. Donc, la prochaine conférence de presse aura lieu le mardi. Et pas le lundi. Ik wens u allemaal een prettig eindejaar, een veilig eindejaar. En dan zien we elkaar dinsdag terug voor de volgende persconferentie. Dank u wel.